Il a posé les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine comme s'il venait de gagner une partie d'échecs. J'ai regardé son sourire narquois, j'ai signé immédiatement et je n'ai dit qu'un seul mot, enfin. Mon mari ne savait pas que j'attendais cela depuis des semaines. Je savais qu'il ne se contentait pas de me tromper, mais qu'il utilisait secrètement mon nom pour détruire ma carrière et mon foyer. Il pensait m'expulser de sa vie. En réalité, il venait de tomber dans mon piège. Je m'appelle Savannah Rivera. J'ai 39 ans. À Carrie, la lumière du matin frappe toujours l'îlot de la cuisine exactement selon le même angle, chaque jour. C'est un faisceau net et stérile d'un jaune pâle qui traverse le granit poli et sombre. Il était à peine 6 heures du matin. Les banlieues aisées de Raleigh étaient encore plongées dans un silence de mort. Le genre de silence qui semble coûteux. Le genre de silence qui cache 1 million de secrets derrière de lourdes portes en acajou et des pelouses parfaitement tondues. Je me tenais près de la machine à expresso en acier inoxydable. Le broyeur a vrombi. C'était un bruit de broyage dur, agressif. Il couvrait violemment le silence étouffant de cette immense maison qui semblait vide. J'ai tassé le marc de café sombre. J'ai verrouillé le lourd porte-filtre métallique d'un coup sec du poignet. J'ai appuyé sur le bouton argenté. Le liquide noir et épais a commencé à s'écouler lentement dans la tasse de porcelaine blanche. C'était une routine parfaitement mesurée, strictement contrôlée. J'aimais que les choses soient mesurées. J'aimais la précision. Je survivais grâce à la précision. Puis j'ai entendu les pas. Ils résonnaient sur le parquet en bois franc importé du couloir. Lents, délibérés, trop délibérés. Ils étaient assez lourds pour annoncer sa présence à toute la maison, mais assez légers pour maintenir une façade d'énergie matinale décontractée. Gavin Holt est entré dans la cuisine, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie. Il portait son pantalon de costume bleu marine sur mesure et une chemise blanche impeccablement repassée. Il n'avait pas encore mis sa cravate. Ses cheveux étaient méticuleusement coiffés, pas une mèche ne dépassait. Il ressemblait exactement à un homme sur le point de conclure une transaction immobilière de plusieurs millions de dollars. Il ressemblait à un homme qui avait déjà dépensé sa commission dans sa tête. Il ne m'a pas regardé directement au début. Ses yeux parcouraient l'espace, se l'appropriant. Il a marché droit vers l'îlot central. Dans sa main droite, il portait une pile épaisse et lourde de papier juridique d'un blanc éclatant. Il a levé légèrement la main et a lâché la pile sur le comptoir en granit. Cela a produit un claquement lourd et définitif. Le son a résonné dans la cuisine au plafond, rivalisant avec le ronronnement du réfrigérateur. J'ai baissé les yeux vers l'épaisse pile de papier. Puis, lentement, j'ai levé les yeux pour regarder son visage. Il était là, le regard que j'avais anticipé, ce sourire narquois. C'était un demi-sourire subtil et cruel, crispant le coin gauche de sa bouche. C'était suffisant. C'était totalement triomphant. C'était lourdement répété. Il a posé ses 2 mains à plat sur le comptoir froid. Il a penché le haut de son corps vers l'avant. Il voulait dominer l'espace physique entre nous. Il voulait projeter une ombre haute et intimidante sur ma routine matinale. Il a pris une profonde inspiration. C'était une inspiration lente, théâtrale, mesurée. Il avait pratiqué cette posture exacte et cette respiration exacte devant le miroir. Je pouvais le dire avec une certitude absolue. « Savannah », dit-il. Sa voix était douce. D'une douceur écœurante. Elle dégoulinait d'une condescendance lourde et empoisonnée. C'était exactement le ton qu'un parent patient et épuisé utilise face à un enfant déraisonnable faisant une crise de colère. Nous devons arrêter de prétendre. Cela ne fonctionne plus. Cela ne fonctionne plus depuis très longtemps. Je n'ai absolument rien dit. Je n'ai pas bougé d'un muscle. J'ai laissé la machine à expresso siffler bruyamment dans le silence pesant. Je l'ai laissé sentir le poids de ses propres mots suspendus dans l'air. J'y ai longuement réfléchi, a-t-il continué, se penchant encore d'une fraction de pouce. J'ai parlé à un avocat. Voici les papiers officiels du divorce. J'ai déjà signé ma partie. Il a levé son index droit et a tapoté la première page. Tape, tape un son métallique creux contre la pierre.
Les choses seront immensément plus faciles pour nous deux si nous ne faisons pas de cela un spectacle public. Si nous gardons les avocats couteaux hors de la boue. Je te demande simplement d'agir comme une adulte raisonnable. Il s'est arrêté. Il attendait. Il attendait que la première larme perle dans mes yeux. Il attendait le souffle coupé par le choc. Il attendait que mes épaules s'effondrent sous le poids de son rejet. Si tu signes maintenant, nous pourrons accélérer toute la procédure de dépôt, dit-il, sa voix descendant d'une octave, essayant de paraître pragmatique et serviable. Je pense sincèrement qu'il est préférable que tu quittes la maison d'ici 30 jours. Cela te donnera amplement le temps de trouver un appartement convenable plus proche de ton bureau municipal en centre-ville. C'est tout simplement ce qu'il y a de plus logique dans notre situation actuelle. 30 jours. Il voulait que je quitte ma propre maison en 30 jours. Il voulait une rupture chirurgicale et nette, un tour d'honneur rapide et sans douleur. J'ai regardé fixement ses yeux châtain clair. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas élevé la voix d'un seul décibel. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il faisait cela. Je n'ai pas demandé s'il y avait une autre femme dormant dans un autre lit à l'autre bout de la ville. Je n'ai pas exigé de thérapie de couple intensive. Je n'ai ressenti aucune bouffée de colère chaude. Je n'ai ressenti aucune vague de chagrin écrasante. Je n'ai ressenti que la surface froide, dure et glaciale de la réalité absolue se mettant fermement en place. J'ai regardé de près les fines rides se formant au coin de ses yeux. J'ai observé le léger frémissement nerveux de ses narines. Je ne regardais pas un mari profondément malheureux demandant courageusement sa liberté personnelle. Je regardais un homme profondément arrogant qui croyait sincèrement avoir enterré une énorme bombe à retardement sous mes pieds. Il ne savait tout simplement pas que j'avais déjà déterré cette bombe il y a des semaines. J'ai glissé ma main droite dans le porte-tasse en céramique à côté de la cafetière. J'ai sorti un stylo à encre noire standard. Je n'ai pas pris la peine de lire la première page de son document juridique. Je n'ai pas lu la deuxième page. Je n'ai pas vérifié les clauses ou la répartition des actifs. J'ai retourné l'épaisse pile directement à la toute fin, sur la dernière page de signature. Il y avait un petit mot adhésif jaune vif pointant exactement vers une ligne noire vide. J'ai pressé la pointe métallique du stylo sur le papier épais. L'encre noire a coulé, fluide et lourde. Savannah arrivera. J'ai signé mon nom complet d'un trait vif, agressif et parfaitement lisible. J'ai soigneusement remis le capuchon sur le stylo. J'ai posé le stylo sur le comptoir avec un léger clic. J'ai posé mes deux mains à plat sur les documents juridiques. J'ai poussé toute la pile sur le granit poli et lisse. Le papier épais a glissé facilement. Il s'est arrêté exactement devant son torse. J'ai lentement levé les yeux. J'ai ancré mon regard directement dans le sien. J'ai laissé un sourire lent et radieux toucher mes lèvres. Ce n'était pas un sourire narquois et amer comme le sien. C'était un sourire sincère, éclatant, profondément ressenti. Enfin, ai-je dit. Le mot est resté suspendu dans l'air froid du matin. Enfin 2 syllabes simples, un souffle léger. Cela l'a frappé comme un coup de poing physique en plein milieu de la poitrine. Gavin s'est instantanément figé. Les muscles détendus de sa mâchoire se sont soudainement contractés. Le sourire narquois et arrogant a complètement disparu de son visage. Il a été effacé en une microseconde, remplacé instantanément par un regard vide, totalement stupide et confus. Cette réaction spécifique ne figurait définitivement pas dans son scénario soigneusement écrit. Toute sa performance répétée venait de dérailler violemment. Il s'était préparé physiquement à un ouragan de catégorie 5. Il s'était préparé mentalement à des cris stridents, à des pleurets, à des supplications pathétiques, au fracas violent de précieuses assiettes en céramique contre le mur de la cuisine. Il s'était lourdement armé de menaces juridiques froides pour contrer efficacement l'effondrement émotionnel qu'il attendait de ma part. Au lieu de cela, il n'a absolument rien eu. Il a eu moins que rien. Il a eu un soulagement joyeux et libéré. Il a baissé les yeux vers le papier signé. Il a fixé l'encre noire fraîche de ma signature. Il a lentement relevé les yeux vers mon visage. Sa poitrine avait complètement cessé de bouger. Il avait littéralement oublié comment respirer. « Quoi » a-t-il chuchoté. «
Le ton doux, condescendant et parental avait totalement disparu. Sa voix était incroyablement ténue. Elle sonnait faible, comme un ballon qui se dégonfle. « Tu ne m'as pas entendu ?» ai-je demandé. Ma voix était légère, aérienne et conversationnelle. J'ai dit, enfin, c'est fait. Je lui ai tourné le dos. Je me suis de nouveau tourné vers la machine à expresso. J'ai tendu la main et j'ai pris ma tasse en porcelaine. La céramique était profondément chaude et réconfortante contre mes paumes froides. Je l'ai portée à mes lèvres et j'ai pris une gorgée lente et délibérée. Le café noir était parfaitement amer. Il avait le goût de la clarté absolue. J'ai lentement regardé par-dessus mon épaule droite. Il était toujours là, debout, exactement là où je l'avais laissé, paralysé, figé dans le temps. Ses mains planaient maladroitement, inutilement, au-dessus du décret de divorce finalisé. Je viens d'en faire couler un tout frais, ai-je dit joyeusement, désignant la cafetière coûteuse d'un léger signe du menton. Tu en veux une petite tasse avant de partir pour la journée ? Il ne m'a pas répondu. Il en était physiquement incapable. Je suis resté là et j'ai observé silencieusement les rouages internes s'arrêter brusquement derrière ses yeux paniqués. Il a regardé autour de la cuisine lumineuse. Il a regardé le comptoir de granit sombre. Il a regardé directement mon visage souriant. Il cherchait frénétiquement la caméra cachée. Il cherchait désespérément le truc, la trappe, le piège. Il a reculé d'un demi-pas, seulement un minuscule recul physique involontaire. Ses yeux passaient nerveusement des papiers juridiques à mon visage. L'absence totale et assourdissante de chagrin de ma part le terrifiait au plus haut point. Le manque total et glacial de surprise de mon côté était une sirène d'alarme hurlante dans sa tête. Pourquoi n'étais-je pas complètement brisé en 1000 morceaux ? Pourquoi la femme qu'il venait de chasser froidement après 15 ans de mariage semblait-elle si incroyablement à l'aise ? Pourquoi avais-je l'air si parfaitement en paix ? J'ai pris une autre longue gorgée de mon café noir. J'ai laissé le lourd silence s'étirer entre nous. J'ai laissé ce silence se resserrer autour de sa gorge et l'étouffer lentement. Il a nerveusement déplacé le poids de son corps d'un pied sur l'autre. Sa confiance écrasante s'était complètement vidée de sa posture. Ses larges épaules se sont affaissées d'une fraction de pouce, mais c'était suffisant pour montrer sa défaite. Il a lentement tendu la main et a ramassé la pile de papier. Ses doigts étaient visiblement raides et maladroits. Il n'a plus prononcé un seul mot. Il m'a tourné le dos. Il est sorti de la cuisine. Ses pas n'étaient plus lents et délibérés. Ils étaient nettement précipités. On aurait dit un homme essayant de s'échapper d'un bâtiment en flammes. J'ai regardé calmement son dos vêtu de son costume sur mesure disparaître dans les ombres sombres du couloir. J'ai lentement posé ma tasse de café sur le comptoir. Le sourire radieux a instantanément quitté mes lèvres, laissant place à une résolution froide, dure et indestructible. J'avais attendu des semaines atroces pour qu'il pose enfin ses papiers précis sur ce comptoir précis. Depuis la seconde même où j'avais découvert qu'il ne se contentait pas de coucher dans le lit d'une autre femme, mais qu'il utilisait activement et malicieusement mon nom pour construire un piège capable de détruire ma carrière, mon foyer et toute ma réputation. Il pensait honnêtement m'expulser de sa vie. Il pensait être le prédateur intelligent se débarrassant d'un poids mort. En réalité, il venait de marcher aveuglément vers la phase finale du plan que j'avais méticuleusement préparé pour lui. J'ai vu ses yeux juste avant qu'il ne se détourne. J'ai vu sa perte soudaine d'équilibre. Il ne comprenait pas pourquoi la femme qu'il venait de rejeter ressemblait exactement à quelqu'un regardant calmement un piège d'acier se refermer selon un calendrier très précis et prédéterminé. Je suis directrice de la conformité des fournisseurs chez Crown Arbor Civic Systems. Si vous vivez dans cette zone métropolitaine, vous n'avez probablement jamais entendu mon nom, mais ma signature dicte la sécurité des routes sur lesquelles vous roulez et la pureté de l'eau que vous buvez. Crown Arbor est une agence d'infrastructure municipale massive. Nous gérons les appels d'offres technologiques et de transport complexes pour toute la région. Lorsque le conseil municipal approuve un budget pour moderniser la synchronisation des feux de signalisation ou installer un nouveau cadre de cybersécurité pour les centres de transport du centre-ville, ces contrats de fournisseurs doivent passer par mon bureau avant qu'un seul centime de l'argent des contribuables ne soit transféré. Mon existence quotidienne tourne autour d'un océan de paperasse juridique.
Ce n'est pas une profession glamour. C'est microscopique, fastidieux et implacablement exigeant. Mon travail spécifique consiste à traquer activement ce que les autres tentent désespérément de cacher. Je cherche les fissures minuscules, presque invisibles, dans le système. J'audite les antécédents des fournisseurs, je vérifie les signatures numériques, je trace les flux de trésorerie alambiqués et j'enquête de manière agressive sur tout conflit d'intérêts potentiel. Je suis le genre de personne capable de flairer une fraude d'entreprise profondément enfouie simplement en regardant un reçu de traiteur apparemment innocent. Je lis les petits caractères microscopiques que les avocats épuisés sautent généralement. Je suis le pare-feu ultime entre les fonds publics et l'avidité privée. Le mois dernier, j'ai signalé un énorme contrat de pavage municipal. Le fournisseur principal semblait tout à fait légitime sur le papier. Il possédait les bonnes certifications de sécurité, les bons numéros d'identification fiscale et des références professionnelles élogieuses. Mais j'ai remarqué une infime anomalie dans leur dépôt de cautionnement d'assurance. Le format de la date était légèrement décalé. C'était un détail microscopique, juste quelques chiffres tapés dans le mauvais ordre. Mais en tirant sur ce fil minuscule, j'ai dénoué tout un réseau de sociétés écrans cachés tentant de détourner l'argent des infrastructures de la ville vers des comptes privés. Je l'ai repéré parce que je ne prends jamais un document pour argent comptant. Je creuse les données jusqu'à ce que je trouve la vérité absolue. Je ne fais confiance à rien tant que je n'ai pas personnellement vérifié 3 fois. Je n'ai pas hérité de ce bureau de direction. Je suis une femme d'origine latine qui a commencé tout en bas, travaillant dans une pièce froide et sans fenêtre au sous-sol de l'audit interne. J'ai passé ma vingtaine à éplucher méticuleusement des dizaines de milliers de pages de rapports arides sur les dépenses municipales. J'ai construit ma carrière lentement, brique par brique, entièrement à la force du poignet. J'ai gravi l'échelle escarpée et lourdement gardée de la haute direction simplement en travaillant plus et en me préparant mieux que quiconque dans la pièce. Je ne suis pas une personne bruyante ou exubérante. Je ne porte pas de griffes de créateur tape à accent grave l'œil et je ne cherche pas à dominer une salle de conférence par des cris théâtraux agressifs. Je gagne mes batailles en étant d'une précision écrasante et indéniable. Les chiffres financiers ne me mentent jamais. Les documents et les feuilles de calcul racontent toujours une histoire honnête et complète si vous possédez la patience d'apprendre leur langage complexe. J'ai rencontré Gavin il y a exactement 15 ans. À l'époque, c'était un jeune courtier en immobilier commercial incroyablement ambitieux et agressivement beau. Il possédait une énergie terrifiante et magnétique. Il savait toujours exactement quoi dire, quelle main serrer fermement et quelle blague charmante raconter lors d'un événement de réseautage autrement étouffant. Il avait cette façon enivrante, presque magique, de faire croire à tout le monde qu'il était l'homme de l'avenir. Il m'a promis une vie de grandes aventures, une sécurité sans faille et un succès illimité. J'ai été totalement captivé par son ambition implacable et son assurance tranquille. Il était le parfait contrepoids étincelant à ma nature calme et hautement analytique. Ensemble, nous avons systématiquement construit ce qui ressemblait au summum du rêve américain moderne. Nous avons racheté cette superbe et vaste maison coloniale dans un quartier chic et parfaitement entretenu. Nous avons soigneusement sélectionné un cercle restreint d'amis séduisants et prospères qui buvaient des bouteilles de vin à $50 sur notre terrasse en cèdre sur mesure le vendredi soir. Nous projetions sans faille l'image polie et enviable d'un couple puissant, influent et aux revenus confortables. Nous avons eu une fille ensemble. Elle s'appelle Mara Holt. Elle a 18 ans maintenant. Il y a quelques mois à peine, nous avons fièrement fait ses bagages pour l'installer dans sa chambre d'étudiante à l'université d'État. Tout au long de ces années de vie soigneusement construite, j'ai été le socle invisible maintenant toute la structure. C'est moi qui calculais et payais méticuleusement les lourdes taxes foncières chaque trimestre. Je gérais les polices d'assurance santé complexes de la famille. J'alimentais agressivement les comptes d'épargne-études de Mara avec une grande partie de chaque salaire. J'organisais les documents d'hypothèque épais et je structurais formellement nos portefeuilles de retraite à long terme. Je maintenais la lourde et compliquée machinerie de notre existence quotidienne bien huilée et parfaitement équilibrée. Gavin, quant à lui, était la peinture brillante et coûteuse à l'extérieur de la maison. Il était spectaculaire pour maintenir les apparences publiques.
Il était le maître incontesté pour conclure des affaires dans les steakhouse coûteux du centre-ville, distribuer d'épaisses cartes de visite gaufrées sur le terrain de golf du country club, et faire de grandes promesses qui donnaient à tout son entourage l'impression de faire partie de quelque chose d'incroyablement important. Il était le vendeur charismatique de la marque familiale. Il récoltait les applaudissements tandis que je gérais discrètement la logistique silencieuse. C'est une pilule profondément amère et dentelée à avaler aujourd'hui, car les 5 ou 6 premières années de notre mariage ont été véritablement et profondément heureuses. Nous étions une véritable équipe naviguant ensemble dans le monde. Je l'aimais vraiment de tout mon cœur. C'est précisément pour cela que la lente fracture rampante dans nos fondations a été si incroyablement difficile à accepter pour moi. Lorsque vous passez plus d'une décennie à construire une vie complexe avec un autre être humain, vous croyez fermement connaître son intégrité structurelle de l'intérieur. Vous croyez avoir cartographié les murs porteurs de sa moralité. Je ne pouvais tout simplement pas réconcilier l'homme charmant et aimant que j'avais épousé avec l'étranger trompeur et secret qui émergeait lentement des ombres de notre foyer partagé. J'ai refusé obstinément de voir la pourriture sombre se propager dans le bois parce que c'était moi qui avais coulé le béton et construit la maison. Nous traversons juste une phase professionnelle très stressante, me disais-je silencieusement dans la chambre obscure, désespéré de rationaliser son changement de comportement. C'est là l'ultime paradoxe humiliant de mon existence actuelle. Je suis la femme professionnelle hautement qualifiée qui est explicitement payée un salaire substantiel à 6 chiffres par le gouvernement pour détecter de manière experte les divergences microscopiques dans des contrats d'infrastructure municipale de plusieurs millions de dollars. Je peux repérer une fausse adresse de fournisseur à partir d'un minuscule décalage de code postal à la page 40 d'une proposition technique. Je peux tracer un paiement fantôme frauduleux à travers 4 sociétés écrans offshore différentes sans même transpirer. Je suis formé pour suspecter tout le monde et tout vérifier formellement. Pourtant, malgré toute ma paranoïa professionnelle et mes compétences analytiques affûtées, j'ai été totalement et bêtement aveugle à la divergence massive, flagrante et catastrophique qui dormait paisiblement juste à côté de moi, dans mon propre lit, chaque nuit. J'ai passé mes longues journées à traquer des menteurs sophistiqués dans le monde des affaires, ignorant totalement que le plus grand escroc que je rencontrerais jamais possédait une clé permanente de ma porte d'entrée. Le changement ne s'est pas annoncé par un grand fracas. Il s'est glissé dans notre foyer comme une fuite lente et silencieuse derrière une cloison sèche. Le genre de dommage qu'on ne remarque que lorsque la fondation est déjà pourrie. Cela a commencé par des comportements subtils, des dénégations plausibles parfaitement orchestrées. Son smartphone, qui restait d'ordinaire posé négligemment sur la table basse du salon, a soudainement commencé à être systématiquement posé face contre terre. Toujours. Si une notification vibrait, sa main jaillissait pour faire taire l'appareil avec une rapidité qui semblait totalement surnaturelle. Ces dîners d'affaires, qui se terminaient habituellement vers 20h, ont commencé à s'étirer jusqu'à 22h, voire 23h. Il avait toujours une excuse parfaitement raisonnable, un acheteur qui traînait les pieds, un vendeur qui avait besoin d'être rassuré autour d'un verre de scotch coûteux. Puis est venue la friction financière. C'est moi qui équilibre le budget du foyer. J'ai remarqué une petite hémorragie répétitive. Une dépense de $65 par-ci. Un retrait de $120 par-là. Rien de catastrophique, juste un goutte-à-goutte constant de liquide intraçable. Autrefois, Gavin adorait parler d'argent. Il rentrait en trombe à la maison, se vantant bruyamment d'une commission de 3% qu'il venait de verrouiller sur un bail commercial. Il nous servait du vin et dessinait ses projections financières sur une serviette en papier. Maintenant, si je lui demandais simplement de clarifier une dépense de $80 sur la carte de crédit commune, tout son corps se tendait. Il m'accusait vertement de traiter notre mariage comme l'un de mes audits municipaux. Il s'emportait, me tournait le dos et quittait brusquement la pièce. Simultanément, sa vanité physique a explosé. Pendant plus d'une décennie, Gavin sentait le cèdre frais et l'après-rasage générique. Un mardi soir, il est passé à côté de moi dans le couloir, et une vague lourde d'ambre chaud et de bergamote coûteuse a frappé mes sens. C'était un parfum sombre, complexe, intime. Ce n'était certainement pas le genre de colonie qu'un homme achète pour une réunion matinale sous les néons avec des responsables locaux du zonage. Il a commencé à acheter des chemises de luxe, du genre à $200 l'unité, très ajustées au torse.
Il a soudainement développé un dévouement intense pour le fitness, quittant la maison pour la salle de sport à 21h, affirmant qu'il avait besoin d'évacuer le stress d'un marché immobilier en refroidissement. Pourtant, malgré cette mise à niveau soudaine et agressive de son style de vie personnel, notre compte chèque joint n'affichait pas un seul dollar supplémentaire de revenus entrants. Les calculs ne correspondaient pas, mais la vanité et le téléphone caché n'étaient que des péchés ordinaires. L'anomalie véritablement dérangeante fut son intérêt soudain et intense pour les rouages de ma carrière. Gavin ne s'était jamais soucié de la réalité fastidieuse de la conformité des fournisseurs municipaux. Pour lui, mon travail n'était qu'un salaire gouvernemental stable et prévisible qui couvrait l'hypothèque lorsque ses commissions immobilières se tarissaient. Mais soudain, il voulait tout savoir. Nous étions assis sur la terrasse un dimanche après-midi. Il faisait nonchalamment tourner son thé glacé dans son verre en regardant mon ordinateur portable ouvert. Alors, quand tu approuves ces énormes entrepreneurs en béton, est-ce que tu dois le faire depuis le bureau physique en centre-ville, demanda-t-il. Son ton était léger, méticuleusement calibré pour ressembler à une conversation anodine de week-end. Non, répondis-je, les yeux fixés sur l'écran. Nous avons un portail distant sécurisé. Je peux me connecter de n'importe où. Vraiment ? Il se renversa dans sa chaise. Même depuis le réseau domestique ? J'aurais cru que la ville serait paranoïaque sur la cybersécurité. Est-ce qu'il trace ton adresse IP physique ou est-ce juste une simple saisie de mots de passe ? Je me souviens avoir hésité une fraction de seconde. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Cela nécessite un jeton d'authentification à 2 facteurs et un appareil enregistré, dis-je lentement. Pourquoi cette question ? Il afficha son sourire charmeur habituel. Juste par curiosité. L'agence met à jour ses serveurs internes et c'est un cauchemar total pour nous d'accéder aux dossiers clients depuis la maison. Je me demandais juste comment le gouvernement gérait ça. Une semaine plus tard, il me demanda à quelle fréquence l'équipe d'audit interne vérifie les approbations passées des fournisseurs. Il me demanda si ma signature numérique était automatiquement apposée sur les formulaires de décharge finale ou si je devais le faire manuellement. Il posait ces questions à des semaines d'intervalle, parfaitement espacées, toujours noyé dans des discussions banales sur les courses ou les programmes télévisés. J'ai essayé d'ignorer les alarmes qui hurlaient dans ma tête. J'ai lutté activement contre mes propres instincts professionnels. Je me disais que je devenais la femme paranoïaque et étouffante. Je rationalisais tout, le marché immobilier prenait un coup dur. Les taux d'intérêt avaient grimpé de près de 3% en un an. Les prêts commerciaux se tarissaient. Il était simplement stressé. La salle de sport était un exutoire. La nouvelle colonie était juste un booster de confiance pour la quarantaine. Les questions sur mon travail n'étaient que des tentatives maladroites de créer un lien avec moi. J'ai construit une forteresse d'excuses pour lui, car l'alternative m'obligeait à démanteler toute ma vie. La forteresse s'est effondrée un jeudi. Gavin a préparé un petit sac de voyage en cuir et a chargé ses lourds clubs de golf dans le coffre de sa voiture. Il m'a dit qu'il partait à Greensboro pour un séminaire crucial de 2 jours sur le zonage commercial, suivi d'une partie de golf matinale avec un promoteur important. Il m'a embrassé sur la joue, s'est plaint des 2 heures de route qui l'attendaient, et a quitté l'allée. 4 heures plus tard, je rangeais le placard de l'entrée et je suis tombé sur la pile de rechange pour mon pèse-bagages numérique. Cela m'a rappelé le petit traceur que j'avais caché dans la doublure épaisse de son sac de golf 6 mois plus tôt. Je l'avais placé là après une série de vols de club coûteux à son country club. J'avais complètement oublié son existence jusqu'à cet instant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert l'application de suivi. Je m'attendais pleinement à voir un petit point numérique immobile dans un country club ou un centre de convention à 80 miles de là, à Greensboro. L'écran s'est chargé. La carte s'est centrée. Le point lumineux n'était pas à Greensboro. Il était à exactement 14 miles de notre maison. Il était stationnaire à une adresse précise au cœur du centre-ville de Raleigh. J'ai zoomé. L'adresse appartenait à un hôtel de luxe haut de gamme et très discret, connu pour sa discrétion et ses suites somptueuses. Je me suis assise sur le bord du canapé du salon. La maison était totalement silencieuse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur.
Je n'ai pas ressenti la brûlure de la trahison hystérique. Au lieu de cela, mon rythme cardiaque a ralenti. Ma respiration est devenue incroyablement lente et mesurée. L'auditrice en moi a pris le dessus sur l'épouse émotionnelle. J'ai calmement appuyé sur les boutons de mon téléphone et j'ai pris une capture d'écran nette de la carte. J'ai capturé l'heure exacte, la date et les coordonnées géographiques précises. J'ai enregistré l'image dans un dossier caché nouvellement créé, protégé par un code complexe. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai commencé à couper des légumes pour mon dîner. Lorsqu'il m'a envoyé un SMS à 20 h ce soir-là pour me dire que sa chambre d'hôtel à Greensboro était pleine de courants d'air, j'ai répondu par un message simple et enjoué, lui disant de bien se reposer. Mon calme glacial total me terrifiait plus que ses mensonges. Lorsqu'il est enfin rentré le lendemain soir, sentant vaguement un savon d'hôtel qui n'était certainement pas dans notre salle de bain, je l'ai accueilli par une accolade chaleureuse. Je lui ai demandé comment s'était passée sa partie de golf. Je l'ai écouté inventer une histoire détaillée de 15 minutes sur les greens difficiles et le promoteur têtu. J'ai souri. J'ai hoché la tête au bon moment. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le noir. J'écoutais le son rythmé de sa respiration à côté de moi. J'ai tourné la tête pour regarder sa silhouette éclairée par la pâle lueur de la lune filtrant à travers les stores. Les pièces du puzzle se sont soudainement emboîtées avec une clarté violente et écœurante. Le téléphone caché, les retraits d'argent inexpliqués, les questions sur mon portail municipal, la curiosité intense pour ma signature numérique, le faux voyage j'ai réalisé, un frisson glacial me parcourant l'échine. Que l'homme qui dormait à quelques centimètres de moi n'était pas seulement en train de s'empêtrer dans une liaison banale de banlieue. Un homme qui a une simple liaison n'a pas besoin de connaître les protocoles de sécurité spécifiques d'une base de données d'infrastructures gouvernementales. Il recueillait méthodiquement des renseignements. Il cartographiait mes angles morts. Il construisait activement un mécanisme de tromperie qui allait bien au-delà d'une chambre d'hôtel. Il préparait quelque chose de massif. Et quoi que ce soit, c'était conçu pour faire de moi la cible principale. La notification automatisée est arrivée exactement à 10 h du matin, un mardi. C'était un courriel standard généré par le système du logiciel d'audit interne que nous utilisons à l'agence, marqué d'une icône jaune terne indiquant une révision secondaire de routine. Je l'ai ouvert en prenant une gorgée d'eau tiède, m'attendant à une erreur administrative mineure concernant un entrepreneur de pavage ou un formulaire fiscal manquant d'un fournisseur de services d'assainissement. Au lieu de cela, l'écran affichait une approbation finalisée et accélérée pour un sous-traitant dont je n'avais jamais entendu parler de toute ma carrière. L'entreprise s'appelait Blue Amber Design Limited Liability Company. Elle avait été propulsée de manière agressive en tête de liste des fournisseurs et s'était vue attribuer un contrat massif et hautement lucratif pour la fourniture de mobilier ergonomique spécialisé et de panneaux acoustiques pour le nouveau centre d'exploitation des transports du centre-ville. Je me suis penché vers mon écran. Mes yeux ont parcouru le bordereau de transmission numérique. Mon sang s'est glacé instantanément. Là, reposant tranquillement au bas de la chaîne d'autorisation numérique, se trouvaient mes propres identifiants de connexion administratifs. Le système enregistrait que mon profil d'utilisateur spécifique, utilisant mon jeton d'authentification unique, avait personnellement validé l'habilitation de sécurité et la viabilité financière de cette entreprise de design inconnu. Je suis resté figé dans ma chaise de bureau ergonomique. L'air dans mon bureau semblait soudainement incroyablement rare. Je n'avais jamais vu le nom de cette entreprise de ma vie. Je n'avais absolument jamais examiné leurs états financiers, et je n'avais très certainement jamais autorisé leur entrée dans la base de données de la ville. J'ai immédiatement consulté les journaux bruts du système. L'approbation avait été forcée tard un vendredi soir, environ 3 semaines auparavant. C'était une manipulation calculée et délibérée du système de passation de marchés municipaux. Si l'inspecteur général découvrait cela lors d'un contrôle trimestriel de routine, cela ne ressemblerait pas à une simple erreur de négligence. Cela ressemblerait exactement à un cas d'école de conflit d'intérêts criminels. On aurait dit que je canalisais discrètement l'argent des contribuables vers un entrepreneur privé privilégié. Ma réputation durement acquise, ma pension et toute ma vie professionnelle pourraient être totalement anéanties par une seule enquête criminelle dévastatrice. J'avais besoin de respirer.
J'avais besoin de m'éloigner temporairement de cette base de données gouvernementale avant de faire une crise de panique à mon bureau. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigation et je me suis connecté à ma boîte mail personnelle, espérant que la vue banale de coupons de supermarché et de factures d'électricité me calmerait. Juste en haut de ma boîte de réception personnelle se trouvait une alerte de la Banque nationale qui détenait l'hypothèque principale de notre maison. L'objet disait « Action requise, mettez à jour vos coordonnées pour votre récente marge de crédit hypothécaire ». J'ai cligné des yeux rapidement. J'ai lu l'objet une deuxième fois, puis une troisième. Nous n'avions pas de marge de crédit hypothécaire active. Nous avions remboursé nos prêts secondaires il y a des années. J'ai saisi mon téléphone de bureau et composé le numéro gratuit du service client figurant au dos de ma carte de débit. J'ai navigué dans l'agonisante arborescence téléphonique robotisée pendant ce qui m'a semblé une éternité avant de joindre enfin une représentante humaine au département des hypothèques. J'ai reçu un courriel concernant une mise à jour d'une marge de crédit hypothécaire, ai-je dit à la représentante, forçant ma voix à rester totalement plate et professionnelle. Il doit y avoir une erreur administrative. Je n'ai aucune ligne de crédit ouverte rattachée à ma propriété. J'ai entendu le cliquetis agressif de son clavier à l'autre bout du fil. Laissez-moi consulter votre dossier principal, dit joyeusement la femme. Il y eut une pause longue et atroce. Madame, j'ai sous les yeux un accord électronique dûment exécuté qui a été finalisé le mois dernier. Il s'agit d'une ligne de crédit renouvelable de 250 000 $ garantie directement par votre résidence principale. La pièce s'est mise à tourner. Je n'ai jamais signé ça, ai-je chuchoté. Le dossier de signature numérique a été complété et vérifié via le portail du titulaire de compte principal, répondit la représentante, son ton passant de l'enjouement à une légère défensive. Les fonds ont déjà été partiellement décaissés. Un prélèvement de 150 000 $ a été transféré la semaine dernière vers un compte commercial pour servir de garantie à un prêt aux petites entreprises. L'entité bénéficiaire est un showroom de design d'intérieur commercial situé à Durham. J'ai exigé qu'elle m'envoie immédiatement l'intégralité du dossier d'origination. 4 minutes plus tard, un document lourdement crypté arrivait dans ma boîte de réception. J'ai ouvert le fichier. J'ai fixé l'écran. Il y avait une signature électronique qui ressemblait parfaitement à la mienne, méticuleusement copiée et collée sur une garantie financière contraignante. L'entité commerciale recevant cet afflux massif d'argent tiré sur ma maison familiale était un espace de vente nouvellement enregistré. J'ai rapidement copié l'adresse de l'entreprise figurant sur le document bancaire et l'ai collée dans la base de données du registre des sociétés de l'État. L'enregistrement est apparu instantanément. La propriétaire unique et directrice générale du showroom était une femme nommée Céleste Ouin. J'ai ouvert une fenêtre de navigation privée et intraçable. J'ai tapé son nom dans un moteur de recherche. Internet m'a immédiatement fourni tout ce que j'avais besoin de savoir. Céleste Ouin était très visible. Elle possédait une présence sur les réseaux sociaux agressivement soignée et bruyamment affichée. Ses pages regorgeaient de photographies sur papier glacé, lourdement filtrées. Elle était indéniablement belle, probablement de 10 ans ma cadette, avec des cheveux blonds platine et un sourire artificiel coûteux. Elle postait d'innombrables photos d'elle se tenant dans un vaste espace de vente à moitié terminé, une coupe de champagne à la main, entourée de canapés modernes coûteux du milieu du siècle et de luminaires italiens importés. Ces légendes étaient odieuses, longues de plusieurs paragraphes, divaguant sur la manifestation d'une richesse incroyable, la domination du jeu de l'investissement immobilier, et le style de vie ultime de la haute classe. Mes mains ont commencé à trembler légèrement non pas de peur, mais à cause de la décharge massive et écrasante d'adrénaline pure qui frappait mon sang. Je suis revenu sur mon terminal de travail sécurisé. J'ai extrait le dossier de candidature du fournisseur pour Blue Amber Design Limited Liability Company, le fournisseur municipal frauduleux que mes identifiants numériques volés avaient magiquement approuvé quelques semaines auparavant. J'ai fait défiler la page jusqu'à l'adresse postale physique figurant sur leurs formulaires fiscaux municipaux. C'était exactement le même numéro de bureau, dans le même bâtiment commercial à Durham, que le showroom de meubles de luxe de Céleste Ouin. Les pièces disparates du puzzle se sont percutées avec la force d'une collision à grande vitesse. Un souvenir a jailli avec éclat dans mon esprit.
C'était lors d'un dîner informel un mardi soir, il y a environ 3 mois. Gavin se servait un verre de vin rouge, se plaignant nonchalamment de sa journée. Il avait mentionné qu'il rendait un immense service professionnel à une partenaire de design hautement talentueuse. Il prétendait qu'il ne faisait que la conseiller, l'aidant à naviguer dans le paysage complexe des beaux commerciaux parce qu'elle avait du mal à obtenir un emplacement de choix. L'ampleur époustouflante de la trahison m'a enfin frappé de plein fouet. La vérité n'était pas seulement que mon mari couchait avec une femme plus jeune et glamour qui aimait poster des photos de ses chaussures coûteuses sur Internet. C'était infiniment pire. Gavin avait systématiquement militarisé toute mon identité. Il avait volé mon habilitation de sécurité gouvernementale vierge et hautement gardée pour alimenter illégalement sa maîtresse par un contrat d'infrastructure publique massif. Simultanément, il avait falsifié ma signature pour hypothéquer secrètement le toit même au-dessus de ma tête, drainant l'équité que j'avais mis une décennie à construire, tout cela pour financer le projet de showroom de vanité de sa maîtresse. Il utilisait ma carrière durement acquise et ma stabilité financière personnelle comme réserve bancaire littérale pour sa nouvelle vie avec elle. Et si tout cela s'effondrait, si les auditeurs de la ville découvraient le faux contrat, ou si le showroom de luxe faisait faillite et ne remboursait pas le prêt massif, c'est moi qui serais retrouvé avec l'arme du crime entre les mains. C'est moi qui ferais face à une mise en accusation criminelle, à l'humiliation publique et à la ruine financière totale. Il m'avait soigneusement positionné pour que je porte toute la responsabilité. Je suis restée assise dans le silence pesant de mon bureau. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pris mon téléphone pour lui hurler dessus. Je n'ai pas versé une seule larme. Pleurer était une réponse biologique inutile réservée aux femmes qui croyaient encore que leur mariage pouvait être sauvé. Je n'étais plus une épouse face à un mari infidèle. J'étais une auditrice qui venait de découvrir une opération de fraude hostile massive. J'ai lentement fermé mon onglet de courriel personnel. J'ai fermé les pages des réseaux sociaux. J'ai posé mes 2 mains parfaitement à plat sur le bois poli et frais de mon bureau. J'ai fixé le mur beige de mon bureau pendant exactement 1 minute, organisant la chronologie chaotique dans ma tête. Je devais bouger la première. Je devais frapper avant même qu'il ne réalise que le plateau était prêt. J'ai tendu la main et saisi le lourd combiné noir de mon téléphone de bureau. Je n'ai pas appelé mon mari. J'ai choisi de faire la chose spécifique, incroyablement difficile, qu'un homme comme Gavin, un homme qui survivait entièrement grâce aux mensonges et aux ombres cachées, ne pourrait jamais, en 1 million d'années, prédire de ma part. J'ai composé le poste direct du chef des enquêtes internes de Crown Harbor Civic System. La ligne a sonné 2 fois avant qu'une voix sévère ne réponde. Je me suis raclé la gorge, j'ai vérifié mon numéro d'identification d'employé et j'ai formellement signalé mes propres identifiants numériques pour une activité non autorisée hautement suspecte. La réunion avec le conseiller juridique interne de Crown Harbor Civic System a eu lieu exactement à 14 heures. Je suis entré dans la salle de conférence aux parois de verre en ne portant qu'un seul dossier manille. Je n'ai pas fait de mondanité. Je me suis assise face à l'avocat principal et au chef de la cybersécurité, j'ai ouvert mon dossier et j'ai étalé les journaux système imprimés. Il y a eu une violation non autorisée de mon profil administratif, ai-je déclaré, gardant une voix totalement exempte de panique. Un fournisseur nommé Blue Ambé Design a été approuvé avec mes identifiants tard un vendredi soir. Je n'ai pas autorisé cette saisie. Je veux un verrouillage forensique complet de mon compte immédiatement. Je demande formellement une extraction complète des adresses IP, des horodatages d'accès exact et des adresses MAC matérielles des appareils utilisés pour exécuter cette approbation. L'avocat principal a cligné des yeux, clairement déstabilisé. Les gens sont généralement convoqués dans cette pièce spécifique pour être interrogés, pas pour initier eux-mêmes l'interrogatoire. Je me récuse également formellement de tout processus municipal, audit ou paiement concernant Blue Ambé Design à compter de cette seconde, ai-je continué calmement. Je soupçonne un vol d'identifiants hautement ciblé conçu pour créer un conflit d'intérêts. Je veux que l'inspecteur général soit informé que c'est moi qui signale cette anomalie. En faisant le tout premier pas, j'ai fondamentalement déplacé la dynamique du pouvoir. Je ne ressemblais pas à une employée coupable essayant de couvrir ses traces. Je ressemblais à une directrice vigilante et hautement compétente protégeant les infrastructures de la ville.
en signalant moi-même l'incident avant que le contrôle trimestriel ne puisse le détecter, j'ai totalement protégé ma réputation professionnelle. Je suis devenue la victime coopérante, neutralisant efficacement la bombe destructrice de carrière que mon mari avait plantée sous mon bureau. À 18h ce soir-là, je me suis rendue dans un immeuble de bureaux discret du quartier financier. J'avais rendez-vous avec Nadine Cross. C'était une avocate en droit de la famille profondément crainte et notoirement coûteuse, spécialisée dans les divorces à enjeux financiers élevés et la dissolution d'actifs complexes. Elle était célèbre dans les milieux juridiques pour refuser absolument de laisser ses clients prononcer un seul mot inutile lors des dépositions. Ce n'était pas une thérapeute, c'était une arme tactique. Nadine était assise derrière un massif bureau en chêne, vêtue d'un tailleur gris austère, ses yeux acérés me scrutant alors que je m'asseyais. Je n'ai pas gaspillé son temps avec des larmes ou des monologues émotionnels sur mon cœur brisé. J'ai ouvert ma mallette. Je lui ai remis les captures d'écran imprimées de l'emplacement de l'hôtel de luxe. Je lui ai remis les documents bancaires électroniques falsifiés pour la marge de crédit hypothécaire. Je lui ai remis le registre des sociétés, prouvant le lien physique entre le fournisseur municipal frauduleux et le showroom de meubles de luxe de la maîtresse. Nadine a examiné les documents dans un silence absolu. Le seul son dans la pièce était le tic-tac lourd d'une horloge ancienne contre le mur. Elle a passé près de 20 minutes à lire méticuleusement chaque ligne du dossier bancaire. Lorsqu'elle a enfin levé les yeux, son expression était totalement illisible. « Vous avez un mari très occupé », dit Nadine sèchement, tapotant son stylo d'argent contre le bureau. La plupart des hommes se contentent d'acheter un deuxième téléphone. Le vôtre commet activement une fraude télégraphique fédérale. J'ai besoin de rompre tout lien financier et juridique avec lui avant que ce château de cartes ne s'effondre et ne m'écrase, répondis-je d'une voix ferme. Il pense qu'il va utiliser ma carrière pour financer sa stratégie de sortie. Nadine se pencha en avant, joignant ses mains. Nous allons faire exactement cela, mais nous allons le faire discrètement. Je vous le dis maintenant, et vous devez suivre cette instruction comme si votre vie en dépendait. Elle ancra ses yeux dans les miens. Ne le laissez pas savoir que vous savez. Rentrez chez vous ce soir. Préparez le dîner. Demandez-lui comment s'est passée sa journée. Souriez. Ne faites absolument rien pour altérer sa perception de la réalité. J'ai hoché la tête une fois. Le sol sous mes pieds, qui semblait violemment instable depuis le matin, a enfin commencé à se solidifier. Nadine n'a pas perdu une minute de plus. En 48 heures, elle avait discrètement réuni une équipe de l'ombre pour verrouiller les 3 angles vulnérables de ma vie, le mariage, les actifs partagés et ma responsabilité professionnelle. Elle m'a présenté à un expert renommé en signature numérique, à un comptable judiciaire impitoyable et à un enquêteur privé qui opérait entièrement hors radar. Le comptable judiciaire a travaillé tout le week-end, épluchant 10 ans de nos déclarations de revenus communes et de notre historique bancaire partagé. Le mardi après-midi, il m'a remis un tableur d'une précision terrifiante. Gavin n'avait pas seulement falsifié le nouveau prêt massif, il vidait systématiquement notre compte d'épargne joint depuis plus de 14 mois. Le comptable a découvert un schéma sophistiqué et hautement délibéré. Gavin effectuait des dizaines de petits transferts apparemment anodins, 4 cents dollars par-ci, 8 cents dollars par-là. Il maintenait toujours les montants assez bas pour éviter de déclencher mes alertes mentales lors d'un rapide survol des relevés mensuels. Ces petits retraits constants étaient canalisés vers un compte intermédiaire caché enregistré sous un nom de société écran générique. Depuis ce compte intermédiaire, l'argent était ensuite transféré directement vers le budget opérationnel du showroom glamour de Céleste à Durham. Il volait littéralement l'argent que j'avais économisé pour les frais de scolarité de notre fille afin d'acheter des luminaires italiens importés pour une femme avec qui il couchait. Simultanément, l'enquêteur privé a commencé à livrer ses rapports préliminaires. Les données de suivi numérique n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. L'enquêteur a fourni des photographies d'une netteté cristalline et en haute résolution. Il y avait une photo de Gavin et Céleste buvant des cocktails coûteux sur un toit-terrasse dans le centre-ville de Wilmington. Il y avait une photo de marchands main dans la main pour entrer dans un restaurant haut de gamme à Durham. La photographie la plus écœurante de la pile montrait les 2 amants en train de décharger des bagages dans un complexe de chalets isolés et incroyablement chers près d'un lac de montagne.
C'était exactement le week-end d'octobre dernier où Gavin m'avait explicitement dit qu'il participait à une retraite de planification stratégique intensive de 3 jours avec ses associés principaux. Je me souvenais avoir emballé son pull épais préféré pour ce voyage. Je me souvenais l'avoir embrassé pour lui dire au revoir sur le pas de la porte. J'ai fixé la photographie de sa main posée négligemment sur le bas de son dos alors qu'il marchait vers le chalet. J'étais assise seule dans la salle de conférence sombre de Nadine, entourée de piles imposantes d'enveloppes manilles, de feuilles de calcul financières et de photographies glacées. J'ai disposé les preuves sur la grande table en acajou. J'ai placé le prêt bancaire falsifié à côté du faux contrat de fournisseur municipal. J'ai placé les photographies de la maîtresse à côté du tableur détaillant mes économies volées. Une profonde clarté glaciale s'est installée au fond de ma poitrine. Ce n'était plus une simple histoire de mariage raté. Je n'étais pas une épouse au cœur brisé cherchant une petite vengeance émotionnelle contre un conjoint volage. La vengeance basée sur la colère pure et désordonnée, bruyante et intrinsèquement imparfaite. Ce que je construisais dans cette pièce silencieuse était tout autre. J'étais une auditrice faisant exactement ce pourquoi j'avais été formée. Je compilais méticuleusement un dossier inattaquable, lourdement documenté et totalement blindé. J'assemblais les instruments juridiques et financiers exacts requis pour démanteler complètement l'existence frauduleuse et arrogante que Gavin avait si soigneusement construite. Il croyait sincèrement être la personne la plus intelligente de la pièce. Il croyait que son charme et son sourire narquois pouvaient déjouer n'importe quel système. Il était si aveuglément confiant en sa propre supériorité qu'il avait bêtement utilisé mon nom pour construire son empire debout. J'ai baissé les yeux vers la trace de papier. Je n'ai pas ressenti de chagrin. J'ai ressenti un sens froid, tranchant et hautement focalisé d'un but absolu. J'allais le laisser continuer à croire qu'il avait le contrôle total. J'allais le laisser continuer à construire son piège élaboré. Et quand il appuierait enfin avec suffisance sur le bouton pour le déclencher contre moi, j'allais m'assurer que toute la machine inverse violemment sa direction pour le détruire complètement à sa place. J'ai rangé les dossiers, verrouillé ma mallette et je suis rentrée chez moi pour cuisiner le dîner préféré de mon mari. L'expert en cybersécurité engagé par Nadine a livré son rapport forensique final un jeudi matin. Je me suis assise dans mon bureau, la porte verrouillée, et j'ai lu l'analyse technique. Les accès non autorisés à mon portail municipal ne provenaient pas d'un pirate informatique fantôme dans un pays lointain. L'empreinte numérique remontait directement à l'adresse IP statique assignée à mon propre routeur résidentiel. Plus précisément, l'appareil enregistré dans le système était l'ordinateur de bureau situé dans notre bureau à domicile partagé. J'ai recoupé les horodatages d'accès précis avec mon calendrier de travail personnel. Aux dates et heures exactes où ces approbations frauduleuses ont été validées, je me trouvais dans un fossé boueux à 30 miles de là, inspectant un projet de drainage municipal sous une pluie battante. Je n'étais même pas dans le même code postal que ma maison. Gavin, en revanche, travaille à domicile les mardis et jeudis après-midi. Il était la seule personne physiquement présente dans la maison. Il s'était littéralement assis dans mon fauteuil ergonomique, avait tapé mes mots de passe volés et avait autorisé un contrat gouvernemental massif pour sa maîtresse. Ce soir-là, alors que Gavin était à la salle de sport, je me suis assise devant ce même ordinateur familial. J'ai contourné son faible mot de passe de session et j'ai lancé un scan de récupération approfondi sur le disque dur. En cherchant d'éventuels fichiers texte supprimés enfouis au fond d'un dossier caché, j'ai trouvé un document de traitement de texte brouillon. Il n'avait pas de titre. Je l'ai ouvert et j'ai lu les 3 paragraphes qu'il avait méticuleusement écrits avant de tenter de les effacer définitivement. C'était une déclaration de moralité. Elle était écrite du point de vue d'un mari profondément inquiet et hautement stressé. Il m'y décrivait comme étant totalement obsédé par mon travail municipal, souffrant d'une grave fatigue mentale et affichant un comportement de plus en plus erratique à la maison. La phrase la plus écœurante affirmait que j'avais récemment commencé à favoriser de manière inappropriée certains fournisseurs de la ville, en raison de mon déclin mental. J'ai fixé l'écran lumineux. Le calcul terrifiant de son esprit m'est apparu en pleine clarté. Il ne se contentait pas de voler mes identifiants pour obtenir un contrat lucratif pour sa maîtresse. Il écrivait activement un scénario pour détruire totalement ma crédibilité si la fraude venait à être découverte.
Il s'apprêtait à jeter sa propre femme aux enquêteurs fédéraux, affirmant que je faisais une dépression nerveuse et que j'agissais seule. Les coups n'ont pas cessé là. Le lendemain matin, l'enquêteur privé m'a appelé sur une ligne sécurisée. Sa voix grave était sombre. Il m'a dit de m'asseoir. Céleste Ouin n'est pas seulement une maîtresse romantique, expliqua l'enquêteur. Elle est une façade opérationnelle. J'ai fouillé dans ses anciens dossiers de constitution de société. Votre mari gère un système sophistiqué de levier d'endettement. Il utilise votre cote de crédit impeccable, votre habilitation gouvernementale de haut niveau et votre réputation professionnelle sans tache pour ouvrir des lignes de crédit massives. Il monte ses sociétés écrans, siphonne les liquidités, puis s'en distancie discrètement. Il marqua une pause, me laissant absorber la lourde réalité. Et elle n'est pas sa première partenaire dans ce type spécifique de fraude, continua-t-il. J'ai trouvé 2 autres sociétés à responsabilité limitée dissoutes il y a 4 ans, liées à des femmes différentes, suivant tout exactement le même schéma. Il utilise son charme pour les attirer, utilise votre nom pour les financer, et vous laisse porter le chapeau invisible. Avant même que je puisse digérer l'ampleur du fait qu'un prédateur financier en série dormait dans mon lit, le comptable judiciaire a envoyé un courriel crypté urgent. La marge de crédit hypothécaire frauduleuse n'était que l'alarme la plus bruyante, ce n'était pas le seul incendie. Le comptable avait repéré une demande occulte sur mon dossier de crédit. Quelqu'un avait ouvert un compte de carte de crédit d'entreprise secondaire. Ils avaient contourné mes alertes de sécurité actuelles en utilisant une ancienne adresse électronique dormante que je n'avais pas consultée depuis le début de ma vingtaine. Le solde actuel de cette carte de crédit cachée dépassait les 46 000 $. Il l'avait vidée en achetant des matériaux de construction commerciaux et en payant les dépôts de bail initiaux pour le showroom de Céleste. Ma poitrine me semblait prise dans un étau de fer. Je me noyais dans un océan de dettes falsifiées invisibles. Chaque heure apportait une nouvelle révélation dévastatrice. J'étais systématiquement enterrée vivante par l'homme qui avait promis de me protéger. Puis mon téléphone portable a sonné. L'identifiant affichait Mara, ma fille. Elle était censée être dans sa chambre d'étudiante en train de réviser pour un examen de mi-session. Quand j'ai décroché, je n'ai pas entendu sa voix joyeuse habituelle. J'ai entendu le son aigu et saccadé d'une jeune fille essayant désespérément de ne pas hyperventiler. « Maman » a-t-elle lâché, la voix tremblant violemment. « Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. » Mara, prend une grande inspiration, ai-je dit, mon instinct maternel prenant instantanément le pas sur l'auditrice froide. « Qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? » Je suis rentrée à la maison ce matin pour prendre mon manteau d'hiver dans le grenier, a-t-elle sangloté. Papa n'était pas là. J'ai pris ma vieille tablette dans le tiroir de la cuisine pour voir si elle chargeait encore. Elle était synchronisée avec ses messages sur le cloud. Je ne voulais pas espionner, maman, je le jure, mais les messages se sont affichés sur l'écran. Mon sang s'est glacé. Quel message, Mara? Elle a pris une respiration saccadée. Il envoyait des messages à une femme nommée Céleste. Il lui disait de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Il lui disait qu'il allait bientôt déposer les papiers du divorce. Et puis il a dit. Sa voix s'est brisée dans un cri douloureux. Il a dit qu'une fois que la ville commencerait à enquêter sur toi pour les contrats, tu aurais tellement peur d'aller en prison que tu signerais n'importe quoi pour que le divorce se règle tranquillement. Il a dit que tu lui donnerais la maison, les économies, tout, juste pour sauver ta réputation. J'ai fermé les yeux. La douleur n'était plus une sourde souffrance, c'était une lame blanche et brûlante glissant directement entre mes côtes. Il n'était pas seulement en train de jeter notre mariage aux orties. Il avait intentionnellement orchestré un scandale professionnel catastrophique conçu pour me terrifier et me forcer à une reddition inconditionnelle. Il était prêt à sacrifier la mère de son enfant à une peine de prison fédérale juste pour s'assurer de repartir avec une ardoise propre et les poches pleines de mon argent durement gagné. Mara, écoute-moi très attentivement, ai-je dit, forçant ma voix à projeter une force absolue et un calme inébranlable. J'ai besoin que tu te déconnectes complètement de cette tablette. Laisse-la exactement là où tu l'as trouvée. Retourne au campus dès maintenant. Concentre-toi sur tes examens. Tu m'as comprise? Mais maman, qu'est-ce qu'il fait?
Pourquoi il te fait ça? Plaida TL, son innocence totalement brisée. Je m'en occupe, lui ai-je promis. J'ai des avocats. Tout est sous contrôle. Je te le promets, Mara, je ne le laisserai pas nous faire du mal. Mais tu dois rester en dehors de ça. Tu ne peux pas lui laisser savoir que tu as vu ses messages. Peux-tu me le promettre? Elle a reniflé, se reprenant. Je le promets. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Nadine. J'ai rapporté la conversation avec ma fille. La voix de Nadine était tranchante et autoritaire. Nous isolons complètement Mara à partir de maintenant, ordonna strictement Nadine. Elle ne lui parle pas de ça. Elle ne témoigne pas. Nous n'allons pas traîner une jeune fille de 18 ans dans une bataille financière contre son propre père. Nous avons déjà assez de preuves médico-légales pour l'enterrer 10 fois. Son témoignage ne ferait que confirmer son intention malveillante. Je suis d'accord, répondis-je. Ma voix sonnait totalement différente à mes propres oreilles. Elle était étirement creuse, dépouillée de toute chaleur ou hésitation résiduelle. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau les rues animées de la ville en bas. Un changement tectonique massif venait de se produire dans mon esprit. Jusqu'à ce matin, une petite part pathétique de mon âme considérait encore cela comme la fin tragique et douloureuse d'un mariage de 15 ans. Je pleurais encore la perte d'un mari. Cette illusion était désormais totalement morte. Réduite en cendres. Gavin Holt n'était pas un mari demandant le divorce. C'était un parasite hostile. C'était un prédateur dangereux et calculateur qui avait passé des années à se nourrir de ma stabilité. Il avait regardé ma carrière sans tache, ma cote de crédit impeccable et mon nom respecté au sein du gouvernement municipal, et il n'y avait vu qu'un actif hautement exploitable. Il voyait le travail de ma vie comme une lourde matraque qu'il pouvait utiliser pour m'écraser et me voler mon portefeuille. Il avait l'intention d'utiliser ma propre compétence comme l'arme même pour me détruire, achetant sa liberté et finançant sa pathétique nouvelle vie de luxe avec mon argent et ma réputation. Il pensait m'avoir acculé dans un coin sombre et terrifiant. Il pensait que la menace d'une enquête municipale me ferait ramper et lui céder tout ce que j'avais construit. Il avait fondamentalement mal compris à qui il avait affaire. J'étais la personne qui avait conçu les systèmes de sécurité qu'il pensait manipuler avec brio. Il allait apprendre exactement ce qui arrive quand on essaie d'enfermer l'architecte dans son propre labyrinthe. Nadine m'a convoqué dans son bureau lourdement insonorisé par un mercredi après-midi pluvieux. Elle s'est assise derrière son grand bureau en acajou et a placé un dossier manille épais directement devant moi. À l'intérieur du dossier se trouvait l'acte de propriété original et l'historique financier complexe de la maison de Carrie. Depuis plusieurs semaines, Gavin se promenait dans ses pièces spacieuses et ensoleillées, croyant sincèrement posséder exactement 50% de l'équité. Il croyait que la maison était son ultime parachute doré. Il se trompait totalement et catastrophiquement. Nadine pointa son stylo d'argent vers une clause juridique très spécifique que nous avions rédigée il y a près de 7 ans. Lorsque ma tante bien-aimée est décédée, elle m'a laissé un héritage substantiel de plus de 300 000 $. J'ai utilisé cet argent précis pour rembourser l'hypothèque initiale et assurer notre avenir financier. À l'époque, j'avais dit à Gavin que nous devions procéder à une restructuration financière de routine pour protéger nos actifs, car il était toujours profondément ennuyé par la lourde paperasse administrative. Il avait à peine survolé l'épaisse pile de documents avant de griffonner hâtivement sa signature sur les lignes pointillées. Son arrogance l'avait rendu aveugle. Il n'avait absolument pas réalisé que ces documents juridiques spécifiques transféraient de manière permanente la propriété à la Rivera Family Residential Trust. La maison était strictement ma propriété séparée, légalement protégée et achetée entièrement avec des fonds hérités. Il n'avait absolument aucun droit légal sur la moindre brique, le moindre brin d'herbe. Il complotait pour m'expulser d'une maison qui m'appartenait entièrement et exclusivement. Je ne me suis pas arrêté à l'acte de propriété. Je me suis rendu dans une succursale bancaire totalement différente, de l'autre côté de la ville, et j'ai ouvert un tout nouveau compte chèque hautement sécurisé pour mes dépôts de salaires municipaux. J'ai immédiatement mis à jour mes formulaires de dépôt direct auprès du département des ressources humaines pour m'assurer que mon prochain chèque contourne totalement nos comptes joints.
Je me suis systématiquement assise devant mon ordinateur portable et j'ai passé en revue chaque compte numérique que je possédais. J'ai changé les mots de passe de mes courriels personnels, de mes portails de retraite et de mes profils d'assurance maladie, en utilisant des séquences aléatoires complexes de 16 caractères qu'ils ne pourraient jamais deviner. J'ai activé l'authentification biométrique à 2 facteurs surtout. Ensuite, j'ai attendu les soirs où Gavin quittait la maison pour ses séances de sport tardives. J'ai parcouru chaque pièce de notre foyer commun avec un appareil photo numérique haute résolution. J'ai soigneusement photographié les vases anciens dans la salle à manger, les meubles en cuir coûteux dans le salon, les appareils de cuisine haut de gamme en acier inoxydable, et même les outils électriques lourds dans le garage. J'ai méticuleusement inventorié chaque objet de valeur, en m'assurant de capturer les numéros de série des fabricants. J'ai téléchargé l'intégralité de cet inventaire visuel massif sur un serveur cloud sécurisé, indépendant et lourdement crypté. S'il tentait de mettre quoi que ce soit en gage par désespoir, ou s'il essayait de prétendre faussement que j'avais détruit des objets lui appartenant, j'avais la preuve visuelle indéniable et horodatée. Pendant que je verrouillais le périmètre physique de ma vie, Nadine avait déjà 5 coups d'avance sur le champ de bataille juridique. Elle prépara discrètement une ordonnance de conservation des preuves formelle. C'était un mandat juridique impitoyable et blindé, conçu pour le piéger complètement dès le début du divorce. Nadine savait exactement comment les hommes coupables comme Gavin opéraient lorsqu'ils étaient enfin acculés par la vérité, ils paniquaient de manière incontrôlée. Ils effaçaient frénétiquement des milliers de messages textes. Ils faisaient soudainement et opportunément tomber leurs smartphones coûteux dans des piscines. Ils blâmaient de mystérieux pirates étrangers intraçables pour leurs crimes financiers. L'ordonnance de conservation signifiait qu'à la seconde même où je lui signifierais les papiers, toute donnée détruite ou tout disque dur effacé serait traité par un juge aux affaires familiales comme un aveu automatique et indiscutable de culpabilité absolue. Il était de fait enfermé dans sa propre cage numérique. Simultanément, le comptable judiciaire a finalisé la carte monétaire complexe. Le graphique de traçage final qu'il a livré était une pièce d'art financier magnifique et dévastatrice. Le comptable a prouvé avec succès que la somme massive d'argent volée via la marge de crédit hypothécaire falsifiée, ainsi que les 46 000 $ de la carte de crédit d'entreprise ouverte secrètement, n'avaient pas circulé selon une ligne droite et simple. Gavin avait intentionnellement acheminé l'argent volé via 3 comptes écrans d'entreprises temporaires distincts. Il déplaçait les fonds d'une fausse société de conseil vers un compte de holding fictif, puis les transférait de nouveau. 3 étapes distinctes signifiaient un blanchiment d'argent prémédité et hautement calculé, conçu spécifiquement pour échapper à la détection. La destination finale de chaque dollar volé était systématiquement le compte d'exploitation du showroom de meubles de luxe de Céleste Oin à Durham. La trace écrite était absolument impeccable, et elle peignait le portrait cristallin d'un homme commettant une fraude financière délibérée pour financer sa maîtresse. La dernière pièce du puzzle, la plus cruciale, s'est emboîtée fermement le lendemain matin à mon bureau municipal. Le conseiller juridique interne de Crown Harbor Civic System m'a convoqué dans la salle de conférence vitrée pour une mise à jour hautement confidentielle. Le chef de la cybersécurité était assis à la table avec un sourire profondément rassurant sur le visage. L'enquête technique penchait entièrement en ma faveur. L'équipe informatique avait analysé les journaux d'accès au système dans les moindres détails. Ils ont confirmé que l'approbation frauduleuse du fournisseur pour Blue Amber Design avait bien été exécutée à l'aide de mes identifiants de connexion personnelle. Cependant, la signature numérique proprement dite avait été traitée sur un navigateur web commercial générique totalement non autorisé. Le gouvernement de la ville impose strictement l'utilisation d'un navigateur municipal propriétaire et lourdement crypté pour toutes les approbations administratives et les saisies de bases de données. Je n'utilise jamais, sous aucun prétexte, le navigateur générique pour mes fonctions officielles. Le décalage numérique dans les journaux système prouvait définitivement que j'étais la victime d'une intrusion cybernétique localisée et hautement ciblée. Ma réputation professionnelle n'était plus en danger. Ma carrière était totalement à l'abri de son sabotage. La partie la plus difficile de toute cette grande stratégie consistait simplement à rentrer chez moi chaque soir. Je devais franchir la lourde porte d'entrée, accrocher mon manteau dans le placard du couloir et regarder directement dans les yeux l'homme qui tentait activement et malicieusement de détruire toute mon existence.
Je devais continuer à jouer impeccablement le rôle de l'épouse ignorante, épuisée et dévouée à son travail. Je cuisinais son poulet rôti au citron préféré les mardis soirs. Je lui posais calmement des questions banales sur ses clients immobiliers exigeants. Je hochais la tête d'un air compatissant lorsqu'il se plaignait de ses journées stressantes et du ralentissement du marché immobilier. Je gardais une voix incroyablement douce et un niveau constant. Je répondais à ses remarques subtiles et condescendantes par une expression vide et paisible. Mon absence totale et absolue de suspicion le rendait incroyablement arrogant. Il se déplaçait dans la maison avec une démarche suffisante et profondément irritante. Il croyait sincèrement que son plan de maître se déroulait parfaitement. Il pensait que je n'étais qu'une bureaucrate naïve et prévisible, totalement aveugle à la hache massive qui se balançait directement au-dessus de son cou. C'était tard un vendredi après-midi. J'étais assise totalement seule au volant de ma voiture, garée dans l'immense garage en béton sombre sous le bâtiment de l'agence municipale. Le moteur était coupé. L'air était frais et totalement silencieux. Posé délicatement sur mon volant en cuir se trouvait un document imprimé. C'était un modèle standard vierge de décret de divorce que Nadine m'avait fourni pour examen. Elle avait prédit que Gavin imprimerait très bientôt quelque chose de similaire pour initier sa stratégie de sortie. Il avait besoin de la séparation légale pour accéder de force au fonds et à l'équité qu'il croyait à tort lui revenir de droit. J'ai fixé de près le papier blanc immaculé et le jargon juridique noir et épais. J'ai tracé la ligne de signature vide avec mon index droit. Je n'ai ressenti aucune crainte. Je n'ai pas ressenti la moindre once de peur ou de tristesse. Au contraire, une vague profonde et puissante d'une satisfaction froide et calculée a envahi tout mon corps. Je n'étais plus une victime impuissante attendant que le ciel me tombe sur la tête. J'étais l'architecte silencieuse de sa ruine imminente. J'ai regardé le document juridique vierge et j'ai même souri dans le calme de la voiture. Je voulais qu'il le fasse. Je voulais qu'il entre dans la cuisine, qu'il arbore son visage faux, sérieux et protecteur, et qu'il dépose les papiers sur le comptoir de granit. Je priais presque pour qu'il fasse son dernier geste arrogant afin que je puisse enfin renverser tout le plateau et regarder son monde frauduleux s'effondrer. Il choisit délibérément un samedi matin tranquille pour porter son coup final. Il était convaincu que le week-end lui offrait l'avantage tactique parfait. Les bureaux des infrastructures municipales étaient fermés. Les prestigieux cabinets d'avocats du centre-ville étaient vides. Il avait calculé que je serais totalement isolée, prise complètement au dépourvu dans mon propre foyer, sans accès immédiat à mes collègues professionnels ou à mes ressources juridiques. Il me voulait vulnérable, piégée dans l'espace domestique, vêtue de mes vêtements de week-end, avec absolument zéro temps pour formuler une réponse rationnelle et structurée. Il entra dans la cuisine, le torse bombé, dégageant une aura de dominance artificielle et profondément toxique. Il frappa le comptoir de granit froid avec l'épaisse pile de documents juridiques. Il ne dit pas bonjour. Il ne proposa aucun préambule doux ni aucune transition ménagée. Je suis totalement épuisée de vivre avec quelqu'un qui ne sait que contrôler impitoyablement chaque aspect de ma vie et suspecter constamment chacun de mes mouvements, annonça-t-il. Sa voix était forte, tranchante et dégoulinait d'une indignation vertueuse répétée. Il jouait le rôle du mari étouffé et désespéré, se libérant enfin de sa femme tyrannique et envahissante. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas élevé la voix d'un seul décibel pour défendre mon caractère. J'ai simplement tendu le bras sur la surface de granit, j'ai pris le stylo à encre noire posé près de la machine à expresso, et je suis allé directement à la dernière page de son décret méticuleusement préparé. J'ai signé mon nom complet sur la ligne noire. J'ai remis le capuchon du stylo, j'ai repoussé les papiers vers son torse et je lui ai adressé un sourire radieux, totalement sincère. Enfin, ai-je dit doucement. Le mot unique est resté suspendu dans l'air comme une lame en suspens. Gavin a physiquement reculé. Ses larges épaules ont sursauté. Le sourire arrogant qui était plaqué sur son beau visage s'est totalement évaporé, remplacé instantanément par un masque de confusion totale et paralysante. Il fixa l'encre noire fraîche de ma signature, puis regarda de nouveau mon visage souriant. Son cerveau rejetait violemment les données qu'il recevait. Il avait agressivement préparé tout son système nerveux à une dispute explosive et hystérique, et je venais de lui offrir une conformité paisible et immédiate. « Est-ce que tu comprends seulement ce que tu viens de signer ?
bégaya Théil, sa voix perdant totalement tout son volume théâtral précédent. Il secoua rapidement la tête, essayant désespérément de réinitialiser son scénario mental défaillant. Il se racla la gorge bruyamment et redressa de force sa posture, tentant de regagner rapidement le terrain qu'il sentait lui échapper. Il décida de lancer immédiatement la seconde phase de son plan d'extorsion soigneusement construit. « Puisque tu sembles être d'humeur très coopérative, commença-t-il, son ton passant à une cadence froide et professionnelle, laisse-moi exprimer mes conditions financières très clairement dès maintenant. Je vais rester dans cette maison. Tu feras tes bagages personnels et tu trouveras un appartement convenable d'ici la fin du mois. De plus, j'attends exactement 50% du bonus de performance municipale annuel que tu dois recevoir dans 2 mois. J'ai soutenu ta carrière en coulisses, et j'ai légalement droit à ma juste part de cette compensation. » Il se pencha en avant, posant ses 2 mains à plat sur le comptoir, approchant son visage agressivement du mien. Ses yeux châtain clair se plissèrent dans un regard sombre et hautement menaçant. « Et je te conseille vivement de ne pas essayer de me combattre sur cette division financière, Savannah. Ce serait vraiment dommage que tu rendes les choses difficiles. Si tu essaies de faire traîner ça devant un tribunal public, certaines irrégularités, malheureuses sur ton lieu de travail pourraient soudainement devenir de notoriété publique. Les choses pourraient devenir très mauvaises pour ta réputation professionnelle. Je pense que nous savons tous les deux que tu n'as absolument pas les moyens de te payer un scandale gouvernemental en ce moment. » Il était là le chantage à peine voilé. La confirmation absolue et indéniable de son intention malveillante. Il menaçait directement d'utiliser les approbations frauduleuses de fournisseurs qu'il avait secrètement orchestrées sur mon ordinateur pour détruire totalement ma carrière municipale si je ne lui cédais pas instantanément ma maison et mon argent. Je n'ai pas eu un sursaut. Je n'ai pas montré la moindre once de peur ou d'intimidation. La température de la pièce semblait avoir chuté de 10 degrés tandis que je maintenais simplement mon regard calme et inébranlable. J'ai lentement tourné le corps, ouvert le tiroir supérieur de l'îlot de cuisine et extrait une mince enveloppe manille anonyme. Je l'ai posée délicatement sur le comptoir de granit, juste à côté de ces papiers de divorce fraîchement signés. J'ai posé 2 doigts sur le papier et je l'ai fait glisser de 2 pouces exactement vers son torse. Je te suggère d'ouvrir cette enveloppe et de lire la toute première page avant de me dire un mot de plus, ordonnai-je. Ma voix n'était pas plus forte qu'un murmure, mais elle portait le poids lourd et indéniable d'une autorité absolue. Gavin fixa l'enveloppe marron comme s'il s'agissait d'un serpent hautement venimeux. Il hésita. Sa confiance suprême se vidait rapidement sur le sol de la cuisine. Il tendit lentement la main, ses doigts tremblant visiblement d'une fraction de pouce, et fit sauter la tache métallique. Il sortit la petite pile hautement sélectionnée de documents sensibles que Nadine et moi avions méticuleusement préparés. Il fixa la première page d'un air hébété. C'était la copie légale certifiée de la Rivera Family Residential Trust. J'ai regardé ses yeux parcourir le texte juridique dense. J'ai vu ses pupilles se dilater alors qu'il lisait la clause spécifique détaillant les limites exactes de la propriété et la preuve indéniable de ma propriété exclusive, financée entièrement par mon héritage légal d'il y a 7 ans. Cette maison n'appartient pas à la communauté du mariage, déclarai-je froidement, brisant totalement le silence de la pièce. Elle appartient entièrement à la Fiducie Trust. Tu as absolument 0 équité dans cette propriété. C'est toi qui feras tes bagages, et tu seras complètement sorti de ma maison d'ici la fin de la journée. Son visage vira à une nuance écœurante de gris pâle. Il écarta rapidement le document de la fiducie et fixa frénétiquement la 2e page. C'était l'ordonnance formelle de conservation des preuves, officiellement rédigée et tamponnée par un juge du tribunal municipal. Nadine Cross, chuchota Théil, lisant le nom de l'avocate en droit de la famille la plus impitoyable et la plus crainte de tout l'État. Il regarda l'horodatage officiel imprimé en haut de la page. « Tu l'as engagé il y a 3 semaines ? Continue de lire, Gavin, ordonnai-je. » Il passa à la 3e et dernière page avec des mains qui tremblaient violemment. C'était une lettre formelle, lourdement formulée, provenant du département juridique principal de notre Banque nationale. L'objet en gras faisait explicitement référence à une enquête interne active et en cours pour fraude concernant les signatures électroniques falsifiées sur une marge de crédit hypothécaire massive.
La lettre stipulait clairement que le transfert frauduleux non autorisé de centaines de milliers de dollars vers une entité de mobilier commercial à Durham était actuellement sous l'examen strict des régulateurs financiers fédéraux. Le papier blanc et craquant s'agitait physiquement entre ses mains. Les exercices de respiration arrogants qu'il avait sans doute pratiqués dans sa voiture avant d'entrer avaient totalement disparu. Il haletait presque. La réalité terrifiante et étouffante de sa situation s'écrasait sur lui avec la force irrésistible d'un mur de béton. Il n'avait pas devant lui une épouse terrifiée et soumise qu'il pouvait facilement faire chanter. Il avait devant lui une adversaire professionnelle lourdement armée et hautement préparée qu'il avait observé calmement et patiemment creuser sa propre tombe pendant tout le mois écoulé. Il comprenait enfin l'amère vérité, ma signature immédiate et enjouée sur ces papiers de divorce n'était pas un signe de faiblesse ou de reddition. Je n'avais pas signé ces papiers parce que j'abandonnais, j'avais signé parce que son initiation légale du divorce était le déclencheur exact et nécessaire dont j'avais besoin pour lancer officiellement ma contre-offensive dévastatrice. Il leva lentement les yeux vers moi. L'homme arrogant et satisfait de lui-même qui était entré avec assurance dans ma cuisine 5 minutes plus tôt avait totalement disparu. Il semblait incroyablement petit, physiquement fragile et totalement terrifié. Il ouvrit la bouche pour parler, pour offrir une excuse pathétique, mais absolument aucun son ne sortit de sa gorge. Je me suis penché en avant, imitant parfaitement la posture agressive qu'il avait adoptée quelques instants plus tôt. J'ai plongé mon regard dans ses yeux écarquillés par la panique. J'ai porté le coup final avec une précision chirurgicale parfaite. Tu n'as pas déposé cette demande de divorce pour en finir avec moi, Gavin, ai-je dit, ma voix tranchante, froide et résonnant d'une finalité absolue. Tu l'as déposé pour commencer la partie que j'avais préparée pour toi. Après avoir reçu le dossier de riposte massive de Nadine, l'effondrement total de Gavin Holt ne s'est pas fait au ralenti. Une fois le premier pilier structurel cédé, tout l'édifice frauduleux s'est violemment implosé en exactement 72 heures. Tout a commencé un lundi matin. Nadine m'a appelé sur ma ligne de bureau sécurisée. Le bulldog juridique agressif et exigeant que Gavin avait engagé pour m'intimider avait totalement changé de ton. La transformation fut absolue et immédiate. Le conseil de la partie adverse est passé de l'exigence de ma pension municipale et de la totalité de l'équité immobilière à une supplication pour une discussion à huis clos de bonne foi, dès le mardi après-midi. Les avocats spécialisés dans les divorces agressifs veulent de l'argent facile, pas une fraude télégraphique fédérale et une exposition criminelle sévère. Dès que l'avocat de Gavin a vu les documents de signature falsifiés et la piste financière forensique, il a immédiatement réalisé que son propre client était une responsabilité juridique radioactive massive. Simultanément, la guillotine financière est tombée durement sur le showroom de Durham. La Banque nationale, agissant sur l'alerte de fraude formelle que Nadine avait déposée de manière proactive, a complètement gelé la marge de crédit hypothécaire contestée. Les fonds restants ont été verrouillés derrière un mur d'enquête fédérale strict. L'existence glamour et hautement soignée de Céleste Ouin sur les réseaux sociaux s'est brisée presque du jour au lendemain. Sans l'apport constant et illégal de mon équité volée pour financer ces opérations somptueuses, le showroom a été instantanément exposé pour ce qu'il était réellement une coquille vide, lourdement endettée, se noyant totalement dans les dettes. Les fournisseurs de meubles importés ont brusquement arrêté leur livraison. Le propriétaire commercial a affiché un avis sévère de défaut de paiement sur la porte d'entrée pour loyers impayés. Ses appels désespérés et frénétiques à Gavin restaient sans réponse, car celui-ci était soudainement trop occupé à combattre ses propres incendies massifs et galopants. Le mercredi, l'épaisse fumée avait atteint l'agence immobilière commerciale de Gavin. Le milieu financier est incroyablement restreint, et les rumeurs de fraude bancaire circulent plus vite qu'un feu de forêt. Les associés directeurs de son cabinet ont eu vent des prêts gelés et des déclarations d'actifs falsifiés qu'il avait utilisées pour gonfler artificiellement sa valeur nette. Ils n'ont pas attendu de mise en accusation formelle. Le cabinet a immédiatement ouvert une enquête interne sévère. Ils ont suspendu ses accès corporatifs, l'ont totalement exclu de ses bases de données clients propriétaires et l'ont placé en congé administratif sans solde pour une durée indéterminée, en attendant un examen complet. La carrière prestigieuse et lucrative qu'il avait toujours utilisée pour abaisser mon emploi gouvernemental venait de disparaître, totalement vaporisée par sa propre arrogance inflexible.
Mais le coup le plus dévastateur, celui qui a finalement arraché son masque artificiel préféré, est venu directement de notre fille. Dans un élan de panique aveugle, Gavin a conduit exactement 2 heures jusqu'au campus de l'université d'État le jeudi après-midi. Il essayait frénétiquement de contrôler le récit qui s'effondrait, prévoyant de jouer la carte de la victime et de tisser un réseau complexe de mensonges pour Mara avant que la vérité absolue ne l'atteigne. Il s'est tenu dans le hall de sa résidence universitaire, exigeant que le conseiller réside la fasse descendre pour qu'il puisse expliquer sa version de l'histoire. Mara a catégoriquement refusé de quitter sa chambre. Elle lui a envoyé un unique message dévastateur lui disant de ne plus jamais revenir sur son campus. Pendant 15 ans, Gavin avait réussi à jouer le rôle du père amusant, généreux et parfait. Seul dans ce hall d'université brillamment éclairé, entouré de regards d'étudiants, il a enfin réalisé qu'il n'avait pas seulement dilapidé ses finances, il avait totalement incinéré le seul amour pur et inconditionnel qu'il lui restait au monde. Le désespoir engendre une forme d'audace très spécifique et pathétique. Ce soir-là, il s'est effectivement présenté à la maison de Carrie. J'avais déjà changé chaque serrure, il ne pouvait donc pas simplement entrer en fanfaronnant comme s'il était encore chez lui. J'ai ouvert la porte de 3 pouces exactement, laissant la lourde chaîne de cuivre solidement fixée. Il se tenait sur le perron. Son costume sur mesure coûteux était totalement froissé. Sa colonie de luxe était entièrement dominée par l'odeur aigre et piquante d'une panique brute. « Savannah, s'il te plaît » plaida-t-il presque, la voix se brisant horriblement. Il pressa sa main à plat contre le bois froid du cadre de la porte. « Nous devons arrêter ça tout de suite. Les choses sont allées beaucoup trop loin par rapport à mes intentions initiales. J'ai perdu la tête. J'étais incroyablement stressée par le marché immobilier et j'ai fait une erreur catastrophique. Céleste ne signifie absolument rien pour moi. Elle n'était qu'une énorme et stupide erreur de jugement. Nous avons 15 ans ensemble, nous pouvons nous asseoir et arranger ça. » Je l'ai regardé directement. Je n'ai pas ressenti une seule goutte de colère. Je n'ai pas ressenti d'affection résiduelle. J'ai juste ressenti un sentiment profond et écrasant d'observation clinique. « Il n'y a absolument rien à arranger, Gavin, » répondis-je. Ma voix était incroyablement polie, parfaitement égale et totalement dénuée de toute chaleur humaine. Tu as initié une procédure légale formelle. Je ne fais que suivre le processus exact que tu as exigé. Je te conseille vivement d'adresser toutes tes communications futures à mon avocat. Bonne route pour retourner à ton hôtel. J'ai doucement refermé la porte en bois massif directement sur son visage et j'ai verrouillé le pêne dormant avec un clic sonore et définitif. Je l'ai laissé là, seul dans le noir. Il n'avait absolument plus rien à quoi se raccrocher. Mon refus total de m'engager dans une joute verbale émotionnelle le privait entièrement de l'oxygène dramatique dont il avait désespérément besoin pour survivre à la nuit. Le dernier tour de clé brillant a eu lieu tôt le vendredi matin. Nadine a demandé une réunion virtuelle d'urgence. Lorsque son visage est apparu sur mon écran d'ordinateur, elle ressemblait exactement à un prédateur qui venait d'attraper une proie remarquablement stupide. Vous n'allez jamais croire ce qui a atterri dans ma boîte de réception sécurisée tard hier soir, dit Nadine, un rare sourire acéré se formant sur ses lèvres. Céleste Ouin, la maîtresse ? Demandai-je, me rapprochant de l'écran. Elle-même, confirma Nadine. Elle est absolument terrifiée à l'idée d'aller en prison fédérale pour conspiration de fraude hypothécaire. Elle a engagé un avocat de bas étage qui lui a dit, à juste titre, que sa seule chance de survie est de jeter Gavin sous le bus et de prétendre légalement qu'elle a été lourdement manipulée. Nadine partagea son écran. C'était un dossier numérique massif contenant des dizaines de mémos vocaux audio et des centaines de messages textes exportés. Céleste avait secrètement enregistré leurs appels téléphoniques et sauvegardé toute leur correspondance écrite pour se protéger au cas où le plan s'effondrerait. Dans sa précipitation désespérée et frénétique pour prouver que Gavin était le seul cerveau derrière les faux comptes d'entreprise, elle venait de nous remettre le « Saint Graal » de notre dossier de divorce. Nadine joua l'un des fichiers audio. L'enregistrement était légèrement étouffé, mais la voix suffisante et arrogante de Gavin était tout à fait reconnaissable. « Ne t'inquiète pas pour le financement, Céleste », affirmait la voix enregistrée de Gavin avec assurance. Savannah n'a aucune idée de ce qui se passe.
J'ai déjà autorisé le contrat de fournisseur via son système municipal. Dès que je poserai ses papiers de divorce sur son bureau, elle va paniquer à l'idée de perdre son emploi au gouvernement. Elle va me céder la maison et le compte d'épargne en exactement 5 minutes juste pour que je me taise. C'est un moyen de pression infaillible. Je me suis adossée à ma chaise ergonomique. La stupidité époustouflante de cet homme était presque difficile à concevoir. Il avait délibérément et méticuleusement documenté son propre complot d'extorsion criminelle pour le remettre directement à une femme qui ne lui vouait aucune loyauté réelle. Céleste venait de fournir la preuve absolue et indéniable que Gavin avait proactivement prévu d'utiliser ma carrière comme une arme pour forcer un règlement hautement désavantageux. Le juge aux affaires familiales allait littéralement le crucifier. Le samedi soir, la réalité absolue de sa situation l'avait totalement consumé. L'hôtel de luxe du centre-ville l'avait expulsé de force parce que ses cartes de crédit secondaires étaient au plafond et que ses comptes principaux étaient gelés par l'enquête active pour fraude. Il n'avait absolument nulle part où aller. Ses amis fortunés avaient immédiatement cessé de répondre à ses appels dès l'instant où les rumeurs de fraude bancaire fédérale avaient commencé à circuler au country club. Je me tenais dans la cuisine chaleureuse et lumineuse, me servant un verre d'eau fraîche, quand j'ai vu la lumière du détecteur de mouvement s'allumer dans l'allée. Un taxi jaune tournait au ralenti près du trottoir. Gavin a remonté lentement l'allée. Il traînait une unique valise en cuir éraflée derrière lui. Je suis allé dans le couloir sombre et je suis resté parfaitement immobile. J'ai regardé à travers la grande vitre décorative au centre de la porte d'entrée. C'était une inversion poétique parfaite du matin où il m'avait remis ses papiers de divorce avec suffisance. Il n'y avait plus de démarche arrogante, plus de costume sur mesure impeccable, et plus aucun sourire narquois. Il semblait totalement vidé, ayant vieilli de 10 ans en l'espace de 2 semaines. Il leva une main tremblante et frappa faiblement contre la vitre épaisse. « Savannah » appela-t-il. Sa voix était incroyablement rauque, étouffée par la lourde porte. « S'il te plaît, laisse-moi entrer. Juste pour une nuit. Nous devons nous asseoir et discuter comme des adultes. S'il te plaît. » Je suis restée silencieuse dans les ombres du couloir. Je n'ai pas touché au verrou de cuivre. Je n'ai pas prononcé un seul mot. J'ai simplement observé, à travers la vitre froide, avec le calme absolu et inébranlable d'une femme qui savait déjà exactement comment cette histoire allait se terminer. Le prédateur qui avait fièrement tendu un piège à sa femme était maintenant désespérément coincé dans ses mâchoires d'acier, suppliant sa proie de le libérer. La procédure civile et l'audience formelle de divorce ont eu lieu exactement 6 semaines plus tard, entre les lourds et imposants murs d'acajou du tribunal de comté. La climatisation vrombissait bruyamment, mais la vaste salle semblait incroyablement étouffante. Gavin était assis lourdement à la table du demandeur, tentant désespérément de projeter l'image pathétique d'un mari profondément blessé et émotionnellement abusé, totalement dominé par une épouse froide et calculatrice. Il voûtait ses larges épaules, vêtu d'un costume gris légèrement trop grand, spécifiquement choisi pour le faire paraître physiquement diminué et financièrement ruiné. Il lançait de fréquents regards suppliants vers le juge-président. Je me tenais parfaitement droite à la table de la partie défenderesse, aux côtés de Nadine. Ma posture était rigide. Mon tailleur bleu marine était absolument impeccable, repassé à la perfection. Je ne gaspillais aucun mouvement physique. Je ne tapotais pas nerveusement mon stylo sur le lourd bureau de bois. Je ne changeais pas anxieusement de position sur mon épais fauteuil de cuir. Je regardais simplement droit devant moi, telle une statue silencieuse et inamovible d'une résolution absolue. Lorsque le juge nous fit signe d'ouvrir les débats, Nadine ne perdit pas le temps précieux de la cour avec un discours d'ouverture fleuri et émotionnel. Elle opéra comme un drone militaire hautement calibré, frappant une cible précisément désignée. Elle se leva, ajusta ses lunettes à monture d'argent et exposa la chronologie de sa destruction complète selon une séquence chronologique impitoyable et hautement méthodique. Elle ouvrit ses épais classeurs de cuir et commença à présenter formellement les preuves matérielles. Premièrement, elle soumit les journaux complets du réseau numérique prouvant la violation non autorisée du système municipal. Deuxièmement, elle remit les documents de la marge de crédit hypothécaire lourdement falsifiés. Troisièmement,
Elle présenta les graphiques financiers complexes codés par couleur démontrant le transfert direct et indéniable de l'argent volé vers les comptes commerciaux de Céleste. Quatrièmement, elle soumit les relevés de facturation massive de la carte de crédit d'entreprise secondaire ouverte illicitement à l'aide de mon ancienne adresse électronique personnelle dormante. Enfin, elle introduisit les journaux de communication imprimés et légalement vérifiés contenant les messages textes écœurants où Gavin exposait explicitement sa stratégie malveillante consistant à utiliser ma carrière professionnelle ruinée pour forcer ma reddition financière totale. Le juge, un homme sévère et profondément sérieux doté de plus de 30 ans d'expérience au tribunal de la famille, ajusta ses lunettes de lecture et se pencha attentivement tandis que nos experts venaient à la barre. Le spécialiste en cybersécurité fut appelé le premier. Il témoigna méthodiquement et clairement que les approbations frauduleuses de fournisseurs municipaux provenaient directement de notre routeur Internet résidentiel statique. Il présenta ensuite des données de suivi par satellite indéniables, des horodatages de caméras de péage autoroutier et des affidavits sous serment de chef de chantier prouvant fermement que je me trouvais à exactement 45 miles de là, sur un site de construction municipale, durant les minutes précises où ces approbations frauduleuses avaient été exécutées. Ensuite, l'expert en informatique forensique prêta serment. Il projeta les signatures du prêt bancaire sur un immense écran blanc au centre de la salle d'audience sombre. Il démontra de manière experte au juge comment les pixels numériques microscopiques de ma signature avaient été identiquement clonés et collés, manquant totalement des variations de pression biométrique naturelles qu'exerce une main humaine pressant physiquement un stylo sur du papier brut. Le témoignage qui coupa définitivement le dernier fil d'espoir de Gavin vint ensuite. Le conseiller juridique interne principal de Crown Harbor Civic System prêta solennellement serment. Il déclara formellement pour le dossier public permanent que j'étais l'employé spécifique ayant volontairement initié l'enquête interne sur le portail des fournisseurs. Il témoigna que mon signalement immédiat et ma coopération totale prouvaient sans équivoque que j'étais la victime principale d'une cyberattaque domestique hautement sophistiquée, blanchissant entièrement mon nom professionnel de toute faute administrative. Mais le moment le plus glacial et le plus dévastateur de tout le procès survint lorsque Céleste Wynn s'avança nerveusement vers la barre des témoins, espérant obtenir un accord de clémence favorable pour ses propres crimes financiers imminents. Elle se retourna hautement contre son ancien partenaire. Elle regarda directement le juge, ses mains manucurées tremblant violemment, et répéta les mots exacts que Gavin lui avait dit en secret. Il m'avait promis que nous aurions tout le capital nécessaire pour faire tourner l'entreprise, témoigna Céleste, la voix se brisant sous la pression intense de la salle totalement silencieuse. Il a spécifiquement dit, Savannah signera absolument tout en ma faveur dès qu'elle croira que sa carrière au gouvernement est finie. L'atmosphère de la salle d'audience sembla instantanément chuter à une température glaciale. Même la sténographe judiciaire chevronnée marqua une brève pause dans sa frappe rapide, visiblement choquée par la malveillance pure de la citation. Le juge n'eut pas besoin d'une longue suspension d'audience dans ses délibérés privés pour trancher face à cette montagne de faits indéniables. Il fixa Gavin avec un regard lourd d'un dégoût absolu et non filtré. Le verdict final fut un massacre financier total et sans appel. Le juge décréta formellement que Gavin était entièrement responsable de chaque dollar des dettes frauduleuses massives qu'il avait malicieusement créées. Le juge statua fermement que Gavin n'avait légalement aucun droit de réclamer le moindre centime d'équité de la fiducie familiale qui protégeait ma maison de manière permanente. Mon prochain bonus de performance municipale, très lucratif, fut déclaré totalement hors de portée et classé comme ma propriété propre et séparée. De plus, le juge ordonna à Gavin de rembourser intégralement notre compte d'épargne joint pour les dizaines de milliers de dollars qu'il avait systématiquement et secrètement siphonnés au cours des 14 derniers mois. Mais le dernier clou, celui qui scella définitivement son cercueil, survint juste avant que le lourd marteau de bois ne tombe. Le juge se pencha en avant, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, et annonça formellement qu'il transférait immédiatement l'intégralité du dossier de preuves concernant les signatures bancaires falsifiées et les lignes de crédit illicitement obtenues à la division des crimes financiers de l'État pour une enquête criminelle distincte et hautement sévère. Le divorce facile et hautement profitable que Gavin avait si arrogamment planifié venait de se transformer violemment en un cauchemar criminel de niveau fédéral, entièrement de sa propre initiative. La galerie de la salle d'audience se vida lentement, laissant place au silence pesant des suites juridiques.
Gavin et moi sommes restés debout près des doubles portes en bois massif du couloir principal. Son visage était d'un gris pâle et maladif. Le courtier immobilier arrogant, charmant et prospère que j'avais épousé autrefois était totalement mort, remplacé définitivement par un homme brisé, terrifié et complètement vaincu, fixant directement le canon terrifiant d'une mise en accusation criminelle fédérale. Il fit un pas lent et hautement hésitant vers moi. Il garda une voix incroyablement basse, presque un murmure désespéré, comme s'il craignait que les murs de bois eux-mêmes n'écoutent son échec total. « Je ne pensais vraiment pas que tu irais aussi loin, » croassa-t-il, les yeux fuyant nerveusement vers le sol de marbre. Je me suis arrêtée avant de sortir. J'ai lentement tourné mon corps pour le regarder droit dans ses yeux vides. Je n'ai ressenti aucune colère persistante. Je n'ai ressenti aucune pitié tragique. J'ai juste senti l'air frais, profondément satisfaisant et pur de la victoire absolue remplir mes poumons. « Tu te trompes complètement, » répondis-je, ma voix résonnant légèrement dans le vaste couloir vide. Je ne suis pas allé loin du tout. Je suis simplement resté immobile assez longtemps pour que tu cours droit vers la vérité absolue. Le brouillard lourd, étouffant et toxique qui couvrait chaque aspect de ma vie quotidienne depuis des mois s'est enfin levé, dégageant complètement le ciel. Exactement 2 semaines après la date finale et dévastatrice du tribunal, Mara est revenue du campus universitaire avec sa petite voiture. Nous avons passé une soirée de vendredi calme et magnifiquement normale, debout ensemble dans notre cuisine lumineuse, à préparer des pâtes maison en riant aux éclats de ces professeurs d'université très exigeants. L'immense maison de banlieue ne ressemblait plus à un musée froid, terrifiant et vide cachant de sombres secrets destructeurs derrière chaque porte close. Nous étions en train de réorganiser nos vies activement et joyeusement, totalement libérés du poids écrasant et invisible de ces mensonges manipulateurs incessants. Des heures plus tard, après que Mara soit montée dans sa chambre d'enfant pour enfin dormir, j'ai marché totalement seule dans le couloir calme et paisible. Je suis retournée dans la cuisine sombre. La lueur douce et pâle de la lune frappait l'îlot de granit sombre exactement selon le même angle familier qu'auparavant. J'ai plongé la main au fond de la poche de mon manteau et j'ai sorti mes lourdes clés de maison en métal. Je les ai posées délicatement sur la surface de pierre fraîche, à l'endroit exact et précis où il avait posé avec assurance ses papiers de divorce arrogants tant de semaines plus tôt. J'ai regardé les clés reposant sous la lune. Un sourire doux et totalement sincère a touché mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de victoire tactique ou d'une contre-attaque calculée et vindicative. C'était le signe magnifique et hautement paisible d'une existence toute nouvelle et complètement propre. C'était la preuve indéniable d'une vie où j'étais enfin en sécurité et où absolument personne au monde ne serait plus jamais autorisé à utiliser mon nom pour me détruire. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez cette histoire, afin que nous puissions interagir et partager nos réflexions ensemble. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Olivia Revenge Stories, à aimer cette vidéo et à montrer votre soutien supplémentaire en appuyant sur le bouton « Hype » pour que l'histoire de cette vidéo puisse être entendue par beaucoup plus de personnes.